Bonjour à toutes et à tous, bonjour au public du Gazette Café qui est venu rejoindre ce café santé de Radio Aviva en coopération avec l'assurance maladie, avec le CHU de Montpellier, avec la CPAM bien sûr, on l'a dit, avec l'université Paul Valéry, avec Andy Consult et également la CLCPH et l'UNAPI. Alors tout cela, bien sûr, on va détailler qui sont nos participants. On a un plateau nombreux. Ce plateau va être diffusé ensuite sur Radio Aviva en sonore, également sur les réseaux. Et vous pourrez le retrouver, bien entendu, en podcast. Depuis quelques mois, les cafés sont diffusés également par notre antenne de Nîmes et de Perpignan. Donc, ce sont des questions de société qu'on aborde ou des questions de santé selon le cas. Aujourd'hui, il va être question de l'accès aux soins pour les gens qui sont finalement empêchés d'y accéder très naturellement ou très simplement. Et on verra que les situations de difficulté d'accès aux soins sont nombreuses. Alors, on pense bien sûr aux difficultés sociétales, sociales, le fait d'être en précarité, on pense à ça d'emblée. Mais toutefois, il y a d'autres difficultés d'accès aux soins quand on est en situation de handicap ou qu'on a une maladie psychiatrique ou mentale. Et on va voir tout à l'heure avec nos invités comment ces difficultés peuvent être résolues. On essaiera de leur donner des exemples et des solutions, certainement, avec des organismes qui aident et des démarches qui aident à analyser ces situations et à aider bien sûr, les personnes ou leurs familles. Il faut savoir que depuis 2022, le CNAM a choisi un baromètre handifaction pour mesurer l'accès aux soins, identifier les populations qui ont le plus de difficultés pour accéder aux soins et bien sûr, suivre les évolutions, c'est le propre de tout baromètre. Selon ce fameux baromètre, 80% des répondants accèdent aux soins lorsqu'ils ont un médecin traitant. Ils sont seulement 38% à accéder aux soins s'ils n'ont pas de médecin traitant régulier qui peut les inciter, les amener à consulter. 22% des personnes en situation de handicap n'ont pu accéder aux soins dont ils avaient besoin. C'est énorme. Et plus inquiétant, le taux de refus de soins s'élève à 14% et les analyses du baromètre précisent que le taux d'abandon de soins a augmenté énormément par rapport au troisième trimestre 2022. Alors, un zoom quand même sur les maladies psychiques et mentales, et elles sont les associations et l'université et le CHU sont représentés ici pour cela. Les personnes souffrant de troubles psychiques, c'est quand même un Français sur 5. Et 15% des 15-20 ans, on n'imagine pas que les jeunes soient aussi exposés. Et ils sont suivis pour des soins psychologiques. En tous les cas, ils en ont besoin. 83% des répondants déclarent avoir rencontré d'énormes difficultés lors de la prise en charge de leurs soins par les proches, etc. Les proches ont des difficultés. Beaucoup de psychiatres ne conçoivent pas de donner des soins aux personnes qui n'ont pas une demande tout à fait explicite. Et on comprend la difficulté que cela crée. Et la demande des personnes dans la rue, je l'ai évoqué en début, est effectivement claire et il y a un besoin de soins très clair qui n'est pas toujours rempli. Donc c'est dire qu'il est important de s'interroger sur cette question de l'accès aux soins et c'est la raison pour laquelle la CPAM a lancé justement cette démarche pour qu'une réflexion soit portée dans la société. Alors, pour évoquer cette question-là, nous avons le CHU qui est en force, hein, bien sûr, avec Pierre Bernès, psychiatre au CHU de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Et deux assistantes sociales, Mathilde Blanchard, qui est au pôle cancérologie, et Mathilde Domecq, qui est au pôle psychiatrie du CHU de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous êtes évidemment les personnes vers qui on se tourne quand on a des difficultés d'accès à des soins.
Nous avons également à l'université Paul Valéry, la vice-présidente de la mission handicap de l'université, Sylvie Canam. Merci. Et merci de vous être libérée. Je sais que ça a été sportif. Et vous êtes ici avec un service et une démarche extrêmement intéressante de l'université avec le Handi Innovation. Et c'est Joris Bouquemont qui représente cette démarche qui est à mes côtés. Et nous vous donnerons la parole tout à l'heure. Enfin, Handi Consulte 34 avec Élodie Dardenne. Alors, c'était Propara à l'époque. C'est toujours Propara. Donc voilà, donc ça n'est pas à l'époque. Et enfin, les associations sont là en force. Elles jouent un rôle extrêmement important de renseignement, de soutien et d'entre-deux aussi, avec la CLCPH, Alain Combe et Béranchère Tillet. Elles sont assises là, ainsi que Active Karima, qui est là également pour nous évoquer, donner finalement pour l'UNAPEI 34, notamment, et APF 34, la situation. On verra avec vous tout à l'heure comment vous intervenez auprès des gens qui sont dans vos associations. Alors, on va commencer, je voudrais commencer par justement le CHU avec le docteur Pierre Bernays, psychiatre au CHU de Montpellier, je vous l'ai dit. Alors, ce service de psychiatrie, quel témoignage vous pouvez apporter sur cette difficulté d'accès aux soins? Alors du coup, par rapport à ce que vous disiez du handicap psychique qui crée des difficultés d'accès aux soins, donc je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est le fait que un trouble psychiatrique, ça comporte certains symptômes, et notamment des symptômes qui, en fait, font que ce sont des patients qui peuvent avoir peu de motivation, peuvent ne pas arriver à planifier. Ce sont des symptômes de certains troubles psychiatriques qui vont faire qu'ils ne recourent pas forcément aux soins. D'accord, Donc, je pense prévoir. qu'il y a ça d'une part, et après, il y a aussi tout le côté organisationnel, avec sûrement des longs délais de rendez-vous dans les différents centres de consultation que propose le CHU aussi. Il y a de longs délais, malheureusement. Et ces délais sont particulièrement difficiles pour quelqu'un atteint d'une maladie psychiatrique. Cette notion de temps-là, elle est difficile à accepter. Forcément, oui. Puis quand il y a une demande, l'idéal, c'est d'y répondre immédiatement. Alors, on fait comme on peut avec les moyens du bord pour essayer de répondre, des fois avec des entretiens infirmiers dans un premier temps, pour recevoir plus rapidement. Le service d'urgence qui fonctionne beaucoup aussi. Des consultations qui s'organisent en urgence dans les différents centres de consultation du CHU. Mais c'est vrai qu'il y a une quantité de consultations qui fait qu'il peut y avoir des fois une question de délai. Et c'est un problème actuel. Quel est le rôle des accompagnants dans ce cas-là, de la famille, etc. Vous faites un peu de pédagogie avec eux? Comment ça se passe? Alors effectivement, vous faites bien de parler des accompagnants. Nous, on les appelle les aidants souvent, Oui. qui jouent un rôle majeur dans les différentes pathologies psychiatriques. Oui. En tant qu'aidants, le fait qu'ils soient eux aussi éduqués aux troubles dont souffrent leurs proches, ça a démontré des effets positifs sur l'évolution du trouble chez la personne malade. Bien C'est-à-dire sûr. que le fait d'éduquer les proches améliore le pronostic du Absolument. du Ça trouble doit rassurer psychiatrique. aussi parce qu'ils comprennent Ça la stratégie, rassure. ils doivent comprendre tout ça. Bien sûr. Donc, on voit que c'est important. Alors, je voudrais demander à justement Mathilde Domecq, vous êtes assistante sociale au pôle psychiatrie, au CHU, qui s'adresse à vous quand, comment vous intervenez? Alors en fait, moi j'interviens à la fois sur une unité d'hospitalisation, où là les gens arrivent en hospitalisation, donc pour le coup, ils sont dans les murs et c'est les médecins, les infirmiers qui vont me solliciter pour que je puisse les rencontrer. Et après, par contre, j'ai aussi des patients qui viennent dans le cadre des consultations, qui sont suivis par le médecin et qui vont venir vers moi parce qu'il y a des problématiques sociales. Oui. Donc les personnes, quand elles viennent à moi, sont déjà dans les soins.
D'accord. Elles sont déjà soignées, Oui. prises en main. Après, ce que nous, on cherche du coup à mettre en place, c'est toutes les aides autour pour que la personne puisse se maintenir dans les soins. Oui. C'est-à-dire que, être sûr qu'au niveau des droits, sécurité sociale, mutuelle, elles puissent avoir accès à leurs soins une fois qu'elles sont sorties, parce que le maintien dans les soins à la sortie leur permettra de ne pas être réhospitalisées, par exemple. Donc, les dispositifs que vous avez touchent la gratuité du soin, par exemple, ou quels sont les problèmes majeurs? Alors, les dispositifs, c'est de prise en charge du soin. C'est pas une gratuité, c'est une prise en charge donc, par l'organisme de sécurité sociale pour la majorité des droits de base. Et après, on a les droits complémentaires. Donc là, il y a des mutuelles ou la complémentaire santé solidaire au niveau de la CPAM. Donc en effet, nous, on fait beaucoup de dossiers. Souvent, les personnes arrivent sans cette complémentaire-là. Et c'est une part de notre travail dans le cadre de l'hospitalisation et des consultes. Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce système, ce dispositif, c'est une complémentaire, comme si on avait payé une mutuelle, finalement. C'est ça. En fait, depuis peu, la Sécurité sociale a mis en place cette complémentaire santé solidaire qui se souscrit directement au niveau de la CPAM. En fonction de son âge, c'est pas le même montant. Enfin, ça peut être gratuit pour les personnes aux minima sociaux, bien sûr, RSA, et à partir de l'AH, en termes de montant, il y a une participation. Et après, il y a un plafond. Les personnes après qui ont trop de ressources n'y ont pas accès. Mathilde Domecq, dans votre expérience, ça a facilité, ça a stimulé l'accès aux soins? C'est un outil incontournable pour nous, ça c'est certain. Voilà, c'est clair. Alors, je voudrais demander à votre collègue Mathilde Blanchard, vous êtes en cancérologie, des soins quelquefois un peu longs, etc., des sorties de soins aussi avec des prises en charge lourdes. Quelle est votre intervention là-dessus? Quelle est la demande des patients? Trouver un centre de réhabilitation pour récupérer? Comment ça se passe? Oui, il y a des orientations sur des soins de suite et de réadaptation qui sont réalisés. Maintenant, ça, c'est sur prescription médicale. Bien sûr. Donc, ce sont les médecins qui vont réaliser les demandes directement. Nous, on va pouvoir s'assurer avec le patient qu'il ait justement une couverture sociale complète qui lui permette de ne pas avoir de reste à charge durant les séjours de ce type-là. C'est important. Vous arrivez à trouver, donc à diminuer ce reste à charge. Alors, en ce qui concerne la cancérologie, on est sur des patients qui sont à 99% des patients à 100%. Donc, en affection de longue durée. Donc, ça limite déjà les frais. Mais reste la complémentaire santé qui est indispensable puisqu'il y a du forfait journalier qui s'applique. Donc, 20 € par jour. Vous avez des demandes aussi pour des centres pour récupérer, pour un peu être en convalescence? C'est ça, c'est exactement donc ça. C'est là-dessus. Et là-dessus, il y a quand même une intervention pour que ça soit le moins onéreux possible pour le patient. En fait, il faut que la personne ait une couverture sociale complète, une couverture de base et complémentaire. Donc soit une complémentaire santé solidaire, soit effectivement une mutuelle qui puisse couvrir les frais. Après, il peut rester des frais de chambre particulière, des choses comme ça, ou de télévision, voilà. Donc, vous avez un rôle de conseil certain, on reviendra vers vous tout à l'heure. Rôle de conseil et de soutien que jouent également les associations. Et je voudrais demander à Alain Combe, justement, de nous présenter la CLCPH et votre activité, en fait. Alors, le CLCPH, c'est le comité de liaison et de coordination de tous les handicaps. Cognitif, physique, tout ce que vous voudrez, handicap mental, handicap psychique, on y retrouve tous les types de handicaps. Et ce comité de liaison a pour motivation, justement, de créer une liaison entre toutes les associations qui se sont spécialisées dans tel ou tel type de handicap, car on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des sujets communs, dont notamment les difficultés du parcours de santé, qui bien souvent, pour ces gens-là, relève d'un parcours du combattant. C'est clair. Non pas pour une question de mauvaise volonté, ni, j'en suis convaincu, pour une question de moyens financiers. Bien souvent, c'est une question de bonne volonté, au contraire. C'est une question de bon sens. Alors, dans le parcours d'accompagnement de nos enfants, je dis nos enfants en général, on rencontre des situations complètement ubuesques et qui dépendent de la qualité de l'interlocuteur. On aura des interlocuteurs qui vont s'abriter, qui vont se protéger parce qu'ils en ont peur, qui vont se protéger derrière des protocoles qui sont déjà bien établis, sans faire le cas particulier, sans comprendre
qu'il y a des situations qui nécessitent d'adapter les protocoles au cas particulier. Ouais. Je peux en parler tant que vous voudrez. Je peux en parler en tant que papa, moi-même. Voilà, est-ce qu'en tant que papa, vous avez eu cette expérience-là et qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé le plus, finalement? Ma bonne volonté et mon autorité. Parce que je me suis rebellé et à chaque fois que pendant des années, il s'agissait d'aller en milieu hospitalier pour une anesthésie générale de mon fils, parce qu'il fallait simplement, ne serait-ce que pour un détartrage. Oui, bien sûr. À chaque fois, j'étais obligé de recommencer le même cinéma et de m'imposer. Alors, je m'imposais pour arriver à faire comprendre qu'il était hors de question que, sinon je repartais avec mon fils, qu'on me laisse à la sortie du bloc. Oui. Donc, j'allais jusqu'au bloc avec mon fils, premièrement, et j'exigeais véritablement de ne sortir du bloc pour que chacun fasse librement son travail que lorsque mon fils serait endormi, parce qu'il est impossible de lui ouvrir la bouche. C'est complètement impossible. Bon. Et la deuxième condition, c'est qu'on vienne me chercher quand tout est terminé et que je sois en salle de réveil. On voit bien. C'est mon expérience personnelle. Il y a une adaptation des protocoles, finalement, voilà. de soins, d'accompagnement, etc., et ça dépend qui sont indispensables dans certaines pathologies. Bien évidemment, bien sûr. Donc, vous êtes accompagné de Bérangère Tillet. Voilà. Alors, Bérangère, vous représentez quelle association? Alors, moi, je représente au sein du comité de liaison l'association Handicart. D'accord. Qui a pour vocation de l'accès à la culture pour tous. Oui. Donc, on fait du chant, du théâtre et de la Magnifique. peinture. Mais en même temps, on a aussi des problèmes d'accessibilité. Et moi, pour parler de mon expérience... oui, si vous voulez témoigner d'une expérience personnelle, ce que ça vous a apporté. Voilà. Et en même temps qu'au comité de liaison, on a les mêmes constats, tous touchés par le handicap moteur, parce que moi, je représente le handicap moteur, je suis en fauteuil roulant. Oui. Et d'abord, je voudrais, pour commencer sur une note positive, parler des choses belles qui se sont passées, qui montrent que quand même, il y a eu des choses qui ont été faites. On avance. Voilà. Par exemple, quand je dois être hospitalisée, qu'on me demande quel matelas il me faut, parce que sinon, il y a des problèmes d'escar. Bien sûr. Récemment, pareil, une assistante sociale qui m'appelle pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Voilà. Donc, vous êtes en train de dire qu'il faut mobiliser, sensibiliser, informer les gens sur les conduites à tenir dans des situations un peu particulières comme les vôtres, et qu'il y a de la communication à faire autour de cela. C'est ça. Oui, mais pas que. Parce que, par exemple, voilà, il y a des normes qu'il faut respecter, mais je me suis rendu compte par des expériences là un peu plus compliquées que, bon, par exemple, une importante opération, et au moment de prendre la douche, la veille, et ben, en fait, on m'a demandé de faire quelque chose de complètement impossible, de m'asseoir sur une chaise où j'aurais jamais dû m'asseoir, de prendre des risques énormes. Pour aller aux toilettes, c'était complètement la mission. Et après, j'ai appris... mauvaise formation. Oui, non, après, j'ai appris qu'il y avait une chambre, une grande chambre spéciale pour personnes en fauteuil, avec une super salle de bain, mais qu'en fait, on pouvait mettre 2 personnes dans cette chambre, donc ils l'avaient gardée, et elle était vide. D'accord. Donc là, je me suis rendu compte que de respecter les normes, ça suffisait pas, parce qu'après, il y avait le problème financier. Donc là, je rejoins pas l'incombe. Et après, dans ce problème financier, en fait, c'est qu'on leur demande d'aller vite, toujours plus vite. Même mon médecin généraliste me l'a encore dit tout à l'heure. Donc là, on ne va pas faire la procès du système de santé. Non, je vous arrête tout de suite. On va rester centré sur ce qu'on peut améliorer dans l'accès aux soins, de façon spécifique. Eh bien, alors, l'écoute. D'accord. Mais justement, c'est un problème financier, mais quand même qu'on comprenne que chaque personne handicapée est différente, et qu'elle sait quand même comment faire son transfert, des choses comme ça, et toujours d'être pressée.
et que quand on doit faire un transfert pour faire une IRM, on a besoin de plus de temps. Et ça, c'est pas compris dans le soin. Et qu'au comité de liaison, on rencontre des députés et on espère pouvoir faire remonter ça pour que ça change au niveau national. C'est l'intérêt de se fédérer et c'est l'action du comité de liaison, le CLCPH, pour justement sensibiliser les publics, les décideurs, les politiques, etc., sur les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, bien sûr. Alors, je voudrais demander à Karima Agdif si est-ce que vous êtes dans la même association d'abord ? Alors, bonsoir tout le monde et merci de nous accueillir. Moi, je fais partie de l'APF France Handicap. C'est une association qui regroupe tous les handicaps. Et essentiellement, effectivement, l'handicap moteur. Et moi, le seul point que j'aimerais vraiment soulever, c'est je pense qu'il y a une sensibilisation énorme à faire sur les PSH. Parce que l'accueil des personnes, c'est vrai que nous, on a des besoins particuliers, effectivement. Bien sûr. Oui, pardon, merci. Et c'est vrai que beaucoup de PSH ne sont pas formés pour nous accueillir, on a besoin de temps. Moi, j'ai été hospitalisée, je vais faire court. J'ai été hospitalisée dans un centre de rééducation et lorsque je suis arrivée à la balnéo, j'avais des séances de balnéo à faire impérativement par rapport à ma situation. Et lorsque je suis arrivée, l'agent qui m'a reçue m'a de suite dit « Vous avez 6 minutes, 6 minutes pour être dans l'eau. » Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit « C'est impossible pour moi. » Donc, j'ai fait marche arrière et je suis repartie. Je n'ai pas fait ma séance. Donc, ça, c'est vraiment c'était comme ça tout le long. Donc, voilà. Finalement, faire de la pédagogie, former sur les besoins spécifiques, les tempos spécifiques. Oui, alors je vois que Bérangère veut intervenir. Oui, juste pour 2 petites choses qui pourraient être peut-être mises en place pour améliorer facilement avant de toucher le national. Une fois aussi, la deuxième fois que je me suis cassé la jambe, la première fois ça a été horrible, mais la deuxième fois, il y a un médecin interniste qui est venu me voir. Je ne connaissais pas les médecins internistes et donc c'est une personne qui vont voir la personne dans sa globalité, faire le lien. Et en fait, ça pourrait être une interface pour expliquer à ceux qui connaissent pas la spécificité de chaque handicap. Bien sûr. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au comité de liaison, il y a une personne de la CPAM qui est venue une fois nous expliquer qu'il y avait un processus, quelque chose qui se mettait en place pour lister les cabinets médicaux qui étaient accessibles, absolument. Les kinés surtout, parce que les kinés, c'est notre vie, c'est toutes les semaines, on doit y aller. Et il y en a plein qui ne sont pas accessibles. Bien sûr. Ça, je me demande où ça en est, mais ça serait super. Il y a une vraie démarche de la CPAM que les pour personnes avancer. en fauteuil puissent le compléter. Oui, il y a une vraie démarche de la CPAM pour avancer là-dessus et essayer de donner des informations et des formations et vous dire où vous pouvez aller. Alors, justement, je voudrais demander à Élodie Dardenne, avec On dit consulte, est-ce que ça répondait à cette carence d'informations sur la façon de se faire soigner quand on a un handicap? Du coup, ça va répondre un peu à... Je vous écoutais tous avec beaucoup d'attention et je me dis qu'on a bien fait de créer HandiConsult et on a l'espoir que ça se crée un peu partout en France parce que donc, nous, on est un lieu de consultation dédié pour les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, tout âge confondu. Donc moi, je suis infirmière coordinatrice là-bas. On est une petite équipe, mais on a beaucoup de patients. On répond pas mal à toutes ces demandes-là, effectivement, parce que j'ai entendu prendre le temps. Et nous, on a l'énorme chance ça a dû vous parler, tous ces commentaires, prendre le temps, expliquer, adapter l'accueil. Pour nous, on dit souvent dans l'équipe que prendre le temps, c'est gagner du temps. Oui. Et du coup, voilà, on a des consultations qui sont du coup plus longues que les autres. L'adaptabilité, c'est un mot qui revient très, 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 très souvent chez nous. La personnalisation,
c'est le centre de notre activité. On personnalise le plus possible, on adapte le plus possible. Les procédures, en fait, la procédure chez nous, c'est qu'il n'y a pas de procédure et qu'on fait tout au cas par cas. Et bien sûr, on reste dans les règles, mais voilà, on essaye d'adapter le plus possible. Ça va bien intéresser Bérangère Tillet et justement Karima Actif, que justement il y a un centre où on fait du cas par cas sur mesure. Alors, vous avez à Handiconsult toutes les disciplines pour renseigner un peu nos auditeurs et savoir à qui vous vous adressez, qui peut s'adresser à vous déjà? Alors non, malheureusement, on n'a pas toutes les disciplines parce qu'on est, comme je vous disais, pas très, très gros. On est hébergé effectivement à Propara, la clinique Propara. On est un lieu de consultation, ce qu'on dit de premier recours, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'adressage médical. On peut venir sans courrier d'un médecin traitant. On a des consultations dentaires, les consultations ORL, ophtalmo, gynéco avec des sages-femmes. On a le plateau technique d'imagerie avec la radio et l'échographie. Et on fait des consultations de bilan somatique médecine générale. La voie d'accès, c'est de remplir une feuille de liaison, un formulaire, un espace patient sur Internet. Et il n'y a pas de patte blanche à montrer. La seule patte blanche à montrer, c'est d'être en échec de soins en milieu ordinaire. Quel que soit l'échec, ça peut être un échec par ressenti. On a des patients du spectre autistique, par exemple, qui ont des échecs parce que troubles du comportement. Quelque chose n'a pas été perçu avec leur condition d'autiste. Ou il peut y avoir des échecs... certainement, vous en avez vécu de handicap moteur, de problématiques de transfert ou de temps. 6 minutes pour aller à la piscine, à part y aller avec votre fauteuil et tout habillé, sinon il n'y a pas trop de solutions. Mais ça, c'est dangereux du coup pour le fauteuil. Oui. Et du coup, il n'y a pas l'échec de soins. Alors, on a un critère de géographique. On est normalement sur le département du 34. Mais en fait, on grappille quand même les départements un peu limitrophes parce qu'en fait, on n'est pas nombreux à exercer cette activité. Et du coup, on reçoit aussi du 30, on reçoit aussi du 12. Donc, pour nos auditeurs du Gard, je pense qu'ils vont être intéressés. Alors, vous recevez combien de patients? Alors, on a une file active par année. Alors, on a une file active de presque 2300 patients. Quand même. Et on a à peu près 2200 venus l'année dernière, sachant qu'on est sur une activité qui explose d'une année à l'autre. On a une augmentation en gros depuis les 3 dernières années d'une 30% chaque année. Donc c'est un vrai besoin objectivé. Sans compter que on a des délais d'attente qui sont de plus en plus importants malgré tout ce qu'on met en place. En dentaire, on est sur des délais de 3-4 mois pour les rendez-vous. On a fait tout un travail autour de l'habituation aux soins aussi et de la sédation, ce qui permet d'éviter des anesthésies générales. Tout à l'heure, vous parliez d'anesthésie générale. Nous, on fait en sorte d'éviter l'anesthésie générale. Un détartrage, ça peut se faire sans anesthésie générale et du coup, on milite pour ça aussi. Alors, je voudrais vous demander aussi, Élodie Dardenne, il n'y a pas de dépassement vous êtes dans les prix classiques des soins? Alors, on est même bien moins que dans les prix classiques des soins, parce qu'on a une convention avec la CPAM et du coup, il n'y a pas de reste à charge pour le patient. Voilà. On a été pendant 3 ans et demi sur un système d'expérimentation, de tarification. Et du coup, on est à des tarifications, on ne tarifie pas à l'acte, on fait à forfait. Et donc, du coup, le patient n'a pas de reste à charge, sachant que, bonne nouvelle pour ceux qui écoutent, peut-être plus loin que l'Hérault. C'est quand même important, pas de reste à charge, un plateau quand même technique important avec des consultations dans diverses disciplines médicales. Et puis, il n'est pas nécessaire d'être adressé par un patient. Oui. Ça peut être, on peut y aller de son plein gré. Exactement. Alors, et juste, je voudrais rajouter que suite à l'expérimentation, on est passé sur un plateau qui s'appelle maintenant l'innovation. Et donc, dans l'idée, c'est de pouvoir le généraliser à la France entière, notre système de financement et donc, du coup, notre système d'Handiconsult. Et donc, dans les mois à venir, on l'espère, on va pouvoir faire des bébés Handiconsult 34 un peu partout en France.
Eh bien, je vous le souhaite, en tous les cas. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, justement, Oui, je voulais Alain Combe. témoigner en tant qu'utilisateur. Oui, très bien. Et une petite anecdote. Si c'est positif, hein, Oui, sinon c'est vous positif. arrêtez. Hein. C'est très positif. Anticonsult a été long à être mis en place. On peut être très heureux et très fier de l'ARS Occitanie parce qu'enfin, elle a accouché d'Anticonsult. Oui. Et le jour de l'inauguration, c'est ça l'anecdote, j'étais là et la représentante de l'ARS vient me voir avec la mine complètement déconfite en me disant, écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai très peur. Ah bon? Et vous avez peur pourquoi? J'ai très peur qu'au final, l'enveloppe que nous avons bloquée pour Anticonsult corresponde à une montagne qui accouche d'une souris. Et bien, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis, écoutez, moi aussi j'ai très peur. Ah bon? Vous avez très peur et pourquoi? Ben moi j'ai très peur parce que j'ai très peur que très très vite Anticonsult soit dépassé par la demande. Oui, et ça a été le cas. Bien sûr, ça va de soi. Ça, c'était sans compter sur Propara et sur les dirigeants de Propara et tous ceux qui œuvrent pour Anticonsult. On s'est bagarré fort et effectivement, c'était absolument pas viable au début, au tout début. L'ARS, le financement qui avait été donné. Vous avez été soutenu. On a pu rentrer grâce au docteur Delcé et à M. Brux sur un dispositif d'expérimentation et qui nous a permis d'avoir les moyens de faire ça. Et du coup, voilà, on a validé l'expérimentation. On espère maintenant pouvoir le généraliser partout en France. Mais sans cette expérimentation, on n'était pas viable. Donc, c'est très intéressant. Donc, une bonne idée, quand même, quelqu'un qui aide, qui trouve les dispositifs pour que ça puisse être. Sans l'expérimentation 51, on n'aurait pas pu le faire. Sinon, ça ne tenait pas. On voit bien à quel point il faut être un peu ingénieux, quand même, et tenace pour que ces dispositifs se mettent en place. Alors, on imagine beaucoup les situations de handicap chez des adultes, des gens effectivement âgés. On l'imagine moins à l'université. Et je voudrais justement que nous évoquions avec Sylvie Cana, qui est vice-présidente de la commission de la mission handicap. Déléguée aux situations de handicap. Je vous ai mis du galon? Non, c'est vice-présidente déléguée aux situations de handicap. Donc, déléguée aux situations de handicap, Sylvie Cana, quelle est la situation chez les étudiants? Bon, d'abord, l'accès aux soins. Merci à Radio Aviva qui porte haut et fort des questions, j'ai envie de dire, sociétales vives et importantes. Et nous, c'est vrai qu'autour du handicap, donc on a énormément à faire. On a déjà fait pas mal de choses parce que c'était assez, on va dire, vierge par rapport à tout ce qui est accompagnement et mise en place d'un dispositif de soins et d'accompagnement par rapport à leurs études. Alors nous ne sommes pas effectivement un espace de soins, mais un espace en fait de formation, mais nous prenons soin en tout cas des personnes en situation de handicap. Donc nous avons plusieurs services qui gèrent ça, Handi-études, Handi-innovation, et puis des référents handicap dans tous les services, dans toutes les UFR qui sont des relais. Donc la première chose, c'est ça. Et donc nous avons sur 23 000 étudiants, on en suit plus de 1 000 qui se sont déclarés en situation de handicap, mais ça va bien au-delà puisque vous avez beaucoup de personnes qui ne se déclarent pas, je suppose. Qui ne se déclarent pas, mais qui se déclarent autrement, par le symptôme, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que cette année, nous avons eu affaire, à partir de septembre, à beaucoup de situations. Et là, je regarde donc le collègue du CHU, à beaucoup de situations de handicap liées à des troubles psy. En tout cas, beaucoup de crises, beaucoup de tentatives de suicide ou de crises en cours. Moi, dernièrement, il y a 3 semaines, effectivement, j'ai eu affaire à gérer une situation de crise où j'ai dû faire vider l'amphi pour gérer la situation d'une jeune femme qui était très très mal. Donc on voit bien qu'il y a une montée en puissance des troubles psy. C'est en puissance et en gravité. Et en gravité, me semble-t-il, oui, on a quand même beaucoup de tentatives de suicide. Hein. Ouais. Et donc face à ça, on s'est dit il va falloir faire quelque chose, hein, il va falloir s'en saisir parce que ce qui se passe, c'est que par exemple, vous avez une tentative de suicide dans les toilettes à l'université. À ce moment-là, nous, on a le service de la sécurité qui arrive, puis ensuite l'ambulance qui arrive et qui les conduit ensuite au CHU pour un lavage d'estomac ou autre chose. Puis ensuite, ils sont en consultation et ils ressortent rapidement de l'hôpital. Et ensuite, il faut les gérer. Voilà, et donc ils reviennent à nouveau à l'université. Et c'est souvent en boucle, il y a énormément de répétitions. Donc on veut casser cette répétition. Et c'est pour ça que nous avons mis en place beaucoup de partenariats. On est en train de travailler avec beaucoup de services,
Donc, entre autres, le CHU, on va rencontrer Madame Horvat, qui est la directrice adjointe du CHU. Mais on travaille déjà avec des services comme le CRA, le Centre de ressources autisme, pour les troubles du spectre autistique. Donc là, c'est calé, c'est très, très bien mis en place. Donc du coup, il y a un suivi de la formation des jeunes, mais il y a aussi un suivi en termes de soins, en matière de soins. Et on fait des points 4 fois par an avec eux par rapport à tous les dossiers. On a par exemple à l'Université Paul Valéry 30 étudiants qui ont des troubles TSA et qui sont suivis par le CRA et par nos services. Donc, on veut faire la même chose pour les troubles psy parce que, si vous voulez, nous, on peut les accompagner sur le site et par rapport à la vie de campus et par rapport à leurs études. Mais par rapport aux soins, on ne peut pas, par exemple, aller vérifier qu'ils se nourrissent bien, aller vérifier qu'ils prennent leur cachet et qu'ils ne vont pas les avaler pour se foutre en l'air. Donc, ça, c'est difficile. Donc, du coup, on a besoin de relais, on a besoin de services de soins qui les prennent en charge, qui les... et qui ne les renvoient pas tout de suite, affronter la vie et l'autonomie et la difficulté de la vie sociale parce qu'ils se retrouvent en difficulté. Donc, du coup, on a aussi conventionné avec des cliniques, et je veux citer vraiment la clinique du Vignogoul, avec qui nous avons démarré le travail également. Et puis, c'est vrai que le CHU, on va travailler entre autres avec le service pour les jeunes qui ont des troubles aussi de l'attention et de l'hyperactivité, parce que c'est plus à la fac, et également par rapport à des troubles psy un peu plus graves, type borderline ou des troubles beaucoup plus déréalisants. Des PMD ou des choses comme ça qui se déclarent finalement avec des décompensations au sein de l'université. Au sein de l'université. Et c'est vrai que... Donc, on imagine peu, parce qu'on ne réfléchit pas assez à ça finalement, que ça soit aussi fréquent à l'université. Et on voit beaucoup les jeunes étudiants tous en forme. Et donc, si je comprends bien, oui, vous avez adapté les dispositifs d'études déjà, de gestion des crises. Oui. Et puis, il y a une expérience ou une démarche plutôt avec Joris Boucoumont, qui est ici à côté de nous, du service Handinnovation. Alors, innovation en quoi, Joris ? Avant de parler de Handinnovation, j'aimerais reparler de Handi-Études. Donc, c'est le service qui accueille et accompagne les étudiants en situation de handicap. Donc, c'est des coordinatrices qui font une évaluation des besoins, de l'impact de la situation sur les études et les examens. Donc, c'est vraiment eux qui accueillent et qui accompagnent. Et plutôt Handinnovation, ça vient plutôt un peu plus large, on va dire. Au l'intérieur de l'université, c'est plutôt dessus le schéma directeur. Donc, tous les services mettent en place des actions pour améliorer l'accessibilité, mais c'est aussi de créer des partenariats donc avec l'extérieur, comme le disait Sylvie Canal juste avant. Et c'est aussi de créer des formations, donc les handi-formations, donc il y en a 7 par an, pour former donc nos professionnels, nos partenaires, nos étudiants à toutes ces questions de handicap et de situations de handicap, notamment au sein de l'université, et de créer des handi-permanences aussi, que les partenaires donc extérieurs viennent dans l'enceinte de l'université pour pouvoir proposer donc au sein de l'insertion professionnelle, au niveau des besoins, du handicap, etc., des réponses à nos étudiants directement à l'université. Donc, ce sont vos partenaires qui viennent sur place. C'est ça, c'était très, très important qu'ils viennent sur place parce qu'on avait des grandes difficultés, les étudiants ont des grandes difficultés à se déplacer aller vers, en fait, et donc on s'est dit que changer la donne et de faire venir les partenaires directement à l'université pour répondre aux questions, c'était plus important pour nous. Par exemple, on a le CRIP qui vient. Le CRIP qui est venu, donc on a eu l'Arpège, on a eu Papelaire, on aura la communauté 360. Donc on essaie de développer et ensuite on aura beaucoup plus de partenaires, j'espère, dans la suite. Alors, est-ce qu'au sein de l'université, avec les faits, avec les copains, etc., les jeunes se déclarent facilement ? Alors, peut-être que c'est notre psychiatre qui va nous dire un peu quel frein lever pour que les jeunes se déclarent, aillent voir à l'université, Handi-Consulte, ou Handi-Innovation, ou Handi-Études, etc. Qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là, au niveau de chaque individu ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que c'est compliqué pour un jeune qui est à la fac avec son amphi de se dire, moi, je vais aller dans une pièce particulière, Handi-Consulte, Handi-Innovation, Handi-Études, et ça veut dire que tous les copains savent que je suis atteint d'un handicap. Ça veut dire qu'on leur fait accepter ça forcément à l'avance. Effectivement, oui. Déjà, le mot handicap, c'est bête, mais il peut faire peur. Oui, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'ultra commun. Quand on parle de handicap psychique, on parle de troubles, comme vous disiez, borderline, de plein d'autres troubles psychiatriques, dans lesquels il n'y a pas le terme handicap, et qui pourtant peuvent générer un handicap comme énormément de différents troubles. Et donc, il faut rassurer, je suppose, il faut rassurer
montrer que c'est pas une honte. Qu'est-ce que c'est le levier Ouais, là, quand vous ben, le voyez je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur la stigmatisation en général. Voilà. Moi, je pense aux troubles psychiques, peut-être aussi d'autres troubles, mais particulièrement les troubles psychiques. Oui, on est peut-être Il n'y a plus pas encore eu de stigmatisé. grand mouvement sociétal, peut-être que ça viendra plus tard, où on dira qu'on peut avoir un trouble psychique et qu'il n'y a pas de quoi en avoir honte. Oui, pas raser les murs pour cela. Alors, Sylvie Canard. Le micro, je sais pas. Oui, voilà. C'est-à-dire, les jeunes sont assez désinhibés par rapport à ça. Autrefois, effectivement, il y avait beaucoup de tabous, on se cachait beaucoup, on ne voulait pas dire. Alors déjà, quand on passe en handy-études, personne ne le sait. Hein. Oui, si oui, on bien passe sûr. pour faire un Non, dossier, bien sûr, les je suppose copains, qu'il y a ils ne le pas savent un- pas. Et on Il n'y a n'affiche pas un panneau. Il n'y a pas un panneau, attention, en situation de handicap. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent et qui nous disent, voilà, je suis allée sur Internet et moi, j'ai des troubles TSA, c'est sûr. Ils ne sont pas passés par le CRA et par, on va dire, par le Un vrai service pour le diagnostic, diagnostic, quoi. mais Oui, oui. ils cochent des cas sur Internet. Oui, moi, j'ai un trouble bipolaire, j'ai bien vu, donc il me faut des compensations, il me faut Alors, ceci, il me faut cela. Il y a aussi ça ce concerne phénomène-là actuellement. certains troubles où effectivement il y a ces phénomènes-là de patients qui revendiquent un diagnostic. Ouais. C'est pas le cas de tous les troubles. Ouais. Mais effectivement, vous parliez TSA. d'autisme, je sais pas, de bipolaire peut-être, de troubles TDAH. borderline, de TDAH. Ça peut être des troubles qui sont revendiqués. Ouais. Alors pourquoi ces troubles-là et pas d'autres comme la schizophrénie ou autre je suis pas sûr d'avoir la réponse. Oui, on n'a pas. C'est un peu. Alors pour vous, quand les jeunes arrivent, il y a un accueil. Comment ça se passe? C'est le côté d'information très précise pour chacun. Est-ce que les familles quelquefois s'approchent de vous? Est-ce que voilà. Eh bien déjà, ils peuvent prendre rendez-vous au service handy-études directement. Ils peuvent venir sur place et prendre un rendez-vous, ou bien on les reçoit directement selon les situations. Certaines situations complexes, si on les laisse partir, ils ne viendront peut-être pas. Donc c'est bien de le voir directement. Et puis c'est aussi de former, de sensibiliser, de communiquer sur ce qu'on fait et surtout ce qu'ils peuvent avoir comme compensation, mais comme aménagement. Mais aller aussi plus loin que le simple aménagement et aussi ouvrir aux soins et d'autres choses également. Sylvie Canal, les familles s'approchent quelquefois Oui, elles s'approchent, les parents. Alors, par contre, on demande à l'étudiant si effectivement il est d'accord, puisqu'il est majeur, Bien sûr. pour que les familles interviennent, nous envoient des mails ou suivent le parcours de leur l'étudiant. enfant, Donc bien déjà, sûr. on leur demande ça. Par rapport à votre question, comment améliorer les choses? Je vais y répondre avant que vous me la posiez. Oui, j'allais la poser. Vous voyez, c'est bien. On a mis en place, donc pour les TSA, on a mis en place donc une PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées. C'est porté par l'ADAGE. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les étudiants en dehors de l'université. C'est-à-dire, on accueille un étudiant, on se rend compte qu'il ne peut pas sortir, qu'il a une phobie, il ne peut pas aller faire ses courses, etc. Il est en train de dépérir. On pourra faire appel à la PCPE qui pourra passer chez lui, travailler avec lui pour aller faire ses courses, faire son budget ou l'aider, l'encadrer, à faire une démarche le rassurer, de soins, Donc ça se fait bien, ça s'est mis en place pour les étudiants TSA, mais on aimerait vraiment que ça se mette en place pour les troubles psy. Donc c'est un appel que je fais à l'ARS et à des services du médico-social ou à l'ADAGE, si elle veut bien le porter. Monsieur Fanguin, je suis sûre qu'il serait prêt à porter ce nouveau PCPE, mais si on pouvait mettre en place une PCPE pour les troubles psy, ça serait génial pour aider à éviter les ruptures de soins, les ruptures de parcours de soins. Adapter le soin à la démarche de soins. Alors, ça existe, le PCPE, nous, on sollicite pas mal pour les troubles psy. Après, il y a une porte d'entrée double. En effet, il faut à la fois un trouble psy et une déficience intellectuelle pour l'entrée dans le PCPE. Et c'est pour les jeunes jusqu'à 30 ans. Là, il n'y a pas de déficience. Là, il n'y a pas de déficience, justement. Donc c'est la double Mais même nous, en paramètre. psychiatrie, on est aussi... Enfin, en effet, on ne peut pas le solliciter pour plein de personnes qui pourraient être concernées. Mais ça existe quand même déjà en partie. Donc, c'est lancé qu'il faut un centre de consultation pour PCPE, voilà, pour des jeunes qui ont des troubles psychiatriques et qui ne sont pas... justement avec une déficience intellectuelle, en fait. Voilà. Donc, c'est lancé. Je suis sûre que vous allez recevoir des demandes, des propositions demain matin. Vous allez voir. Je vous appellerai. Vous m'appelez. Donc, on voit bien à quel point la question est complexe quand même.
Et elle fait appel, si j'ai bien compris, à du cas par cas, hein, finalement, à de l'adaptation systématique au cas présent. On voit bien que l'université est touchée aussi largement par le fait de trouver des solutions pour ces jeunes en début de vie et pour qu'ils puissent arriver justement au bout de leur projet. Et donc, je voudrais savoir, avant de conclure, s'il y a des questions dans la salle, en vous demandant d'attendre le micro. Alain ? Si je peux, oui, je voudrais d'abord, au nom de beaucoup, je pense, remercier Radio Aviva de s'être penché sur ce problème, parce que c'est un vrai problème de société. On ne peut pas l'ignorer. Quelle est la personne autour de nous qui peut prétendre n'avoir pas un jour été confrontée au monde du handicap ? Bien sûr. Que ce soit dans sa famille, dans son voisinage, dans ses relations professionnelles, le handicap frappe tout le monde. Ouais. J'en suis convaincu. C'est certain. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on pourrait dénoncer effectivement un certain nombre de choses. Moi, j'en ai tant que vous voudrez. À l'époque, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, mais j'avais des remontées de directeurs qui m'expliquaient des situations abominables. Bon, bref. Moi, je pense que si on veut être concret, il y a des pistes à suivre. On avance. Et des pistes intéressantes. On avance. Et notamment le travail en réseau. Oui. Le travail en réseau est quelque chose de très, très important. D'abord parce que le praticien lui-même, il a peur, il ne connaît pas. Et donc, il peut être amené à faire de grosses bêtises. C'est vrai. Mais s'il fait confiance à un praticien, s'il est praticien dans le sanitaire et qu'il fait confiance, qu'il a l'habitude de travailler avec un praticien dans l'éducation nationale ou au niveau du médico-social, ce travail en réseau peut faire des merveilles. Okay. À partir du moment où il y a de la confiance. Et la deuxième et dernière chose, je vous promets, je vais très vite, c'est d'essayer, pour éviter des tas de situations abominables qu'on peut rencontrer, c'est d'essayer de persuader notre ARS Occitanie, qui est très ouverte à ce problème, à la persuader de mettre en place des systèmes de correspondants handicap dans tous les établissements de soins. Et là, ces correspondants handicap seraient bien formés et éviteraient des tas de bêtises. Bien sûr. Alors, ça commence à se mettre en place, on le voit bien. Oui. Je vais faire la publicité. Je suis d'accord avec vous. Vous les envoyez dans le Master 2 EPSIN, Éducation, Pédagogie, Société Inclusive, qui forme les référents handicap, aussi bien pour le public et le privé. C'est le moment d'en parler. À l'université voilà, Paul Valéry. Il y a moyen de former des futurs Master 2. Futur Master 2. Alors, on voit bien qu'on va, comme dans tous les domaines, vers le besoin d'une approche transversale en réseau, avec plusieurs institutions d'un coup. Il nous reste quelques minutes, rapidement. Juste, c'était pour dire, parce que peut-être pour les auditeurs, ça a l'air un peu cloisonné par rapport aux différentes interventions, mais que justement, on travaille quand même beaucoup ensemble. Nous, je sais qu'au niveau du CHU, on sollicite HandiConsult, on sait notamment sur les patients psy. Absolument. On va beaucoup travailler avec eux pour des soins dentaires. On travaille beaucoup avec le Crous et avec la fac sur certaines situations aussi. Enfin, en tout cas, depuis l'hospitalisation. Et c'est pas si cloisonné. Enfin, on essaye vraiment et c'est ça notre force. C'est le message de ce plateau avec des gens qui travaillent chacun à partir de leur spécialité, mais finalement de concert. On a besoin de l'élargir, bien sûr, d'élargir la transversalité et de former un peu plus de personnes à cette approche particulière. Mathilde Blanchard, vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense que concernant le recours aux soins et le maintien dans le soin, ce qui va être important pour nous également sur un champ de cancérologie, que les personnes restent aux soins et que leur problématique ne soit pas un frein, leur problématique de parcours de vie n'impacte pas leur maintien dans le soin. Il faut que les personnes puissent avoir recours aux assurances maladie, CPM, MSA, et qu'elles puissent se saisir de l'offre de services existante. Exactement, et c'est extrêmement important. Le facteur économique est énorme, bien entendu. On voit bien avec les gens qui sont désocialisés à quel point il est difficile d'accéder à des soins et d'avoir l'énergie de faire appel à du soin, ne serait-ce que ça. On a le temps de prendre une question, s'il y en a une. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tout d'abord, je rejoins monsieur. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez finalement dans notre société. Et si on en parle, on évitera de plus en plus la stigmatisation. Ensuite, deux questions, si vous me permettez. La première,
l'éducation, effectivement, il y a les universités, mais il y a les écoles. Moi-même, j'ai vu avec mon frère qui a souffert d'un cancer. Il était en aplasie et il y avait l'incapacité de poursuivre à l'école primaire, au collège, des cours normaux. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, on y arrivera enfin à personnaliser suffisamment notre système d'éducation pour pouvoir éviter que des enfants souffrent justement d'un manque d'éducation qui est crucial? Alors, je vais répondre à la place du rectorat. Il y a des correspondants présents dans les établissements dont on fait beaucoup d'actions pédagogiques avec eux, justement. Et ce sont des gens qui arrivent à détecter dans les établissements des enseignants motivés avec lesquels ils passent des messages. Ça avance. Sûrement pas assez vite, mais ça avance, je crois. C'est formidable alors. Ouais. Et la deuxième question? Et la seconde, quand on parle d'handicap, de troubles psychologiques, quand on sait qu'on a 83% de notre territoire qui est en insuffisance sur le plan médical, on est en désert médical, est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à mettre tout ça en place sur l'ensemble du territoire? Alors, je vais poser la question justement sur le désert médical et puis le désert médical psychiatrique qui est encore plus fort, si je sais bien. Dans certains territoires, il y a peu de psychiatres, donc je peux vous le dire. Oui. Il y en a encore moins qu'en ville. Toute spécialité. Oui. Ouais. Alors là, depuis quelques années, il y a plus d'étudiants en médecine qui parviennent à la deuxième année. La sélection se fait encore principalement à ce niveau-là. Le numerus clausus a été coupé. Donc, dans 10 ans, il y aura probablement plus de médecins. Mais effectivement, en fait, cet effet retard, et 10 ans, c'est énorme d'attendre 10 ans dans une situation où des médecins partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Là, on pèse exactement, on a le poids de la non-décision politique à un moment donné, d'avoir mis un numerus clausus pour diminuer les frais de santé, ce qui est stupide. Et quand on dit qu'il faut l'enlever, il faut le temps de former des générations de médecins. Et ce qui se fait en attendant, c'est appel à l'innovation des équipes de soins. Donc on travaille avec des infirmiers qui se forment pour être des infirmiers de pratique avancée, qui même sans avoir cette formation des fois, permettent de faire une primo-évaluation pour ensuite hiérarchiser les demandes. Des internes en médecine qui travaillent beaucoup aussi. Et on essaie de s'organiser au mieux, au cas par cas aussi, comme on disait, pour répondre à la demande. Après, il y a aussi, il n'y a pas que les moyens humains, il y a aussi les moyens financiers. Bien sûr. Et c'est aussi beaucoup pour ça qu'on milite sur HandiConsult et pour pouvoir le généraliser partout en France, parce qu'on a plein de gens qui sont d'accord de prendre en charge des patients en situation de handicap, quel que soit le handicap, de prendre du temps. Mais en part que, en fait, concrètement, ils perdent de l'argent, ils perdent du temps, et du coup, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas le faire, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, on est un peu dans une contradiction entre ce qu'il faudrait faire, et dont tout le monde est conscient, et puis la possibilité de le faire. Alors, plusieurs questions. Déjà, les structures, on a vu comment ça se mettait en place. Bien sûr, le financement, et là, vraiment, c'est une prise de conscience. Ça avance. Ça avance aussi, mais lentement. Et puis enfin, le nombre de praticiens formés. Et on voit que les métiers de santé commencent à être impliqués sur des tâches où, il y a quelques années, c'était strictement réservé à des médecins. Et que là, on élargit un peu avec des infirmiers, avec des pharmaciens. Donc, il y a un élargissement de l'approche pour que l'accès aux soins soit plus aisé. Je voudrais vous remercier à tous pour avoir participé à ce plateau organisé par Radio Aviva avec l'assurance, la CPAM et au sein du Gazette Café, qu'on remercie pour son accueil, avec le CHU, avec bien sûr l'Université Paul Valéry, avec HandiConsult et avec la CLCPH et les associations APF et APF 34. Voilà. Donc, merci à vous, Pierre Bernès, psychiatre au CHU de Montpellier, Mathilde Blanchard, vous êtes assistante sociale au pôle de cancérologie du CHU, Mathilde Domecq, assistante sociale au pôle de psychiatrie du CHU. Merci à Sylvie Cana, vice-présidente déléguée à la mission handicap à l'Université Paul Valéry. Joris
Bouquemot, vous travaillez sur le service Handi Innovation à l'université Paul Valéry. Élodie Dardenne qui nous a présenté la mission et le rôle de Handi Consulte 34. Et enfin, pour les associations, Alain Combe pour la CLCPH, Bérangère Tillet pour Handi 4 et Akdif Karima pour APF. J'y suis arrivée, 34. Merci à tous et à tous. Ce plateau se retrouvera bien sûr sur notre antenne, sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'en podcast. Merci.